Déjà, bonjour à tous, merci d'être là. Ça fait plaisir en fait, d'avoir une petite plateforme où on voit les gens qui sont dans la salle, puisque c'est vrai qu'avec toutes ces confs en ligne, on n'a plus trop l'habitude de savoir qui est là, qui est pas là. Et donc, je vais vous présenter mon talk Dis papa, c'est quoi un SRE? Ah, alors, le mieux, c'est peut-être d'abord que je me présente. Donc je m'appelle Denis Germain, je suis senior SRE chez Deezer, le le site de streaming de musique en ligne, que je suis sûr que vous connaissez tous. Parallèlement à ça, j'écris un blog technique, et dans lequel je parle aussi un peu de droit du travail, sur lequel vous pouvez aller trouver les slides de ce talk. Et pourquoi je vous dis ça? C'est parce que tout ce que je vais mettre dans ce talk, hem, est souvent sourcé. Je mets beaucoup de liens. Si jamais vous voulez creuser un sujet en particulier, hésitez pas à y aller parce que du coup, il y a des liens et donc vous pourrez aller plus loin. Voilà, voilà. Et donc aujourd'hui, mon portable est un peu en PLS avec la diffusion. Hop. Le talk, c'est quoi un SRE? D'abord, pourquoi ce talk? Alors en fait, moi le terme SRE, pour être parfaitement honnête, SRE pour, Site Reliability Engineer, j'en avais pas vraiment entendu parler avant, je dirais, 2 ans, 3 ans maximum. Et avant, en fait, on voyait surtout des offres d'emploi, de plus en plus, et on en voit toujours d'ailleurs, pour des DevOps. Alors des ingénieurs DevOps, des ingénieurs DevOps SRE. Hem et je trouvais pas le terme très clair, aussi bien DevOps que SRE d'ailleurs. Et d'ailleurs, ça il m'est arrivé de postuler pour des offres d'ingénieur DevOps dans lequel en fait, sur le papier, je correspondais à tous les critères. Sur mon CV, je correspondais à tous les critères. Et puis pendant l'entretien technique, en fait, ça matchait pas du tout parce que DevOps est un peu devenu un terme fourre-tout. L'ingénieur DevOps, il fait un peu tout et un peu rien. Et pour SRE justement, comme il y a une définition qui a été donnée, puisque on le verra plus tard, il y a une vraie définition de ce qu'est un SRE, même si après on peut l'adapter en fonction des contextes. J'avais pas envie que ça devienne comme ça et j'avais envie d'expliquer ma vision du SRE, qu'est-ce que c'est en théorie et qu'est-ce que c'est en pratique. Et pour la petite blague, j'ai mis, l'ingénieur Java full stack DevOps du blog du modérateur parce que ça m'avait fait beaucoup rire. On n'est pas loin du bingo bullshit. Il manque que, blockchain. Je vous ai mis cette petite image aussi de Simpson Against DevOps, qui est un compte Twitter que j'aime beaucoup. Euh, c'est une blague, et en fait, je trouve que c'est drôle parce que c'est presque vrai, en fait. Donc, dans la petite image, donc il y a le personnage qui dit que il en a fait un jeu, en fait, d'essayer de casser le plus de fois possible la prod en une seule journée, et le lendemain, il essaye de battre ce record. Et au-delà de la blague et du côté un peu provoque, en fait, vous verrez que c'est pas si éloigné de la réalité que ça. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet, je vais commencer par faire un petit retour en arrière. Quand j'ai commencé à travailler il y a une douzaine d'années, j'ai travaillé dans des contextes, techniques où, dans des contextes un peu plus traditionnels que ce qu'on pourrait trouver éventuellement aujourd'hui dans les startups. Avec, d'un côté, des équipes Dave, le dev, et de l'autre des équipes d'ops, donc dans des silos bien séparés, dans des équipes bien séparées. Et le gros problème que Dave et Roy, ont, dans cet exemple, c'est qu'en fait, ils ont des objectifs, contradictoires. Des objectifs contradictoires. D'un côté, Dave, on lui demande de pousser le plus d'user story possible, de features, faut qu'il pousse de la feature. Et de l'autre, Roy, lui, ce qu'il veut, c'est que l'infrastructure et les services bougent le moins possible, parce que derrière, en fait, ça risque de générer de l'instabilité. Donc ça c'est dans la théorie. Hop là, une petite seconde. Oui, pardon. Donc ça c'est la théorie. Donc dans la pratique, comment ça se passe?
ça se passe ce qui se passe, c'est que, souvent, soit il y a la direction produit qui est ou les équipes de dev qui ont plus de force que les équipes d'ops ou l'inverse. Les équipes QA, par exemple, qui ont droit de vie ou de mort sur les features. D'un côté ou de l'autre, en fait, il y a des gens qui sont bloqués ou c'est pas stable. Donc ça, en fait, ce petit diagramme, cette petite synthèse des entreprises IT traditionnelles, ça s'appelle le mur de la confusion et c'est un concept qui a été introduit dans un courant de pensée qui s'appelle DevOps. Et on raccroche un petit peu les wagons. Donc DevOps, c'est un courant de pensée théorisé autour fin des années 2000. Moi, j'en ai pas entendu parler avant 2013-2014. C'était relativement confidentiel. Maintenant, je pense que tout le monde sait ce qu'est DevOps. Juste pour être sûr, je rappelle les points importants. Le but du jeu, ça va être de rapprocher les devs et les ops de manière à casser les silos. Et pour ce faire, en fait, on va faire du développement en amélioration continue avec des cycles courts. On va déployer donc de manière très très régulière. Le code va être fortement testé, les procédures vont être hautement automatisées et surtout, on va surveiller l'exploitation et la qualité et les développeurs vont être inclus, vont être aussi honneurs de cette partie-là et du coup sont responsabilisés et ça améliore la communication entre ces deux fameuses équipes. Donc ça, c'est la théorie, mais dans la pratique, donc DevOps, ça intéresse beaucoup d'entreprises et en particulier Google. Donc Google, il voulait savoir à quel point les pratiques DevOps étaient intégrées dans les entreprises et il voulait savoir aussi dans quelles entreprises qu'est-ce qui était implémenté et quelles entreprises performaient le mieux et du coup essayer de faire un recoupement entre les meilleures pratiques d'un côté et les entreprises qui performent le mieux de l'autre ou inversement celles qui performent pas bien et leurs pratiques. Et du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont missionné des chercheurs pour faire des analyses. Ils ont demandé à 32 000 professionnels et ils ont collecté des données sur la façon dont ils travaillaient euh, sur 7 ans. Donc ça a commencé en 2014. Il y a eu 6 rapports qui sont sortis. Et donc du coup, ils ont recherché qui étaient les meilleurs performers et quelles étaient leurs pratiques. C'est hyper intéressant. Vous pouvez faire un petit check rapide pour savoir si vous êtes dans les low ou dans les high performers. Ça coûte pas cher, ça va vite et c'est rigolo. Et ils ont surtout aussi un site un peu interactif dans lequel ils détaillent, au-delà du rapport qu'ils font tous les ans, ce qu'ils ont trouvé. Donc globalement, pour la faire simple, il y a deux grosses catégories de choses qu'on peut retirer de ce DORA. Euh, D'un côté, il y a tout ce qui a trait à la software delivery performance. C'est ce que la plupart des gens vont retenir en fait. Ce que eux ont catégorisé dans les 4 key metrics, ils en ont rajouté une cinquième cette année, qui sont le lead time for change, le mean time to restore, le change failure percentage, le deployment frequency, et ils ont rajouté reliability, on en reparlera. Donc globalement, en gros, c'est qu'est-ce que vous mettez en place aussi bien d'un terme organisationnel que en termes d'outillage pour déployer rapidement, déployer vite, rollback rapidement si vous avez un échec, etc. Et de l'autre côté, le gros pavé qu'on oublie la plupart du temps, en fait, quand on parle de DevOps, c'est la culture d'entreprise. En fait, c'est un point fondamental dans DevOps. Pour que ça marche, il faut qu'il y ait une culture d'entreprise qui soit propice au développement de cette manière, en fait. Et en fait, les entreprises qui performent, ce qu'ils ont remarqué, c'est que c'était les entreprises qui véhiculaient une culture de l'information. Une culture de l'information, c'est quoi? C'est comment on fait pour que les informations circulent entre le top management et les employés dans un sens comme dans l'autre. Comment on fait pour que les experts diffusent leur savoir et que la totalité de l'entreprise monte en compétences.
et comment on fait pour que les gens se sentent en sécurité quand ils font une connerie. Ils savent qu'on va pas les virer, ils savent qu'on va apprendre de nos erreurs, et donc du coup ça permet de les libérer psychologiquement et de leur permettre de performer plus en fait, tout simplement. Alors que si on sait que si on fait le moindre changement, on va tout péter et qu'on va se faire taper sur les doigts, eh ben on n'est pas tenté d'innover. Donc globalement, c'est ça. C'est hyper résumé et probablement un petit peu caricatural, mais grosso modo, les grandes lignes, c'est ça. Donc, tout ça, c'est très bien, c'est DevOps, il y a plein de théories, il y a plein d'études sur le sujet, c'est parfait. Si on est un poil tatillon, vous aurez compris qu'en fait, DevOps, c'est un ensemble de pratiques, c'est quelque chose qui traverse toute l'entreprise, pas seulement la tech en plus, et du coup, ça peut pas être un poste. Donc, je suis un poil tatillon. Après, on peut appeler un poste comme on veut, hein, et on peut dire que je suis un ingénieur DevOps si j'ai envie et que je suis pas SRE. Mais bon, voilà. Parce que en fait, pour moi, DevOps, c'est surtout deux choses. C'est les deux choses dont j'ai parlé juste avant. C'est l'outillage et la culture d'entreprise et l'organisation dans l'entreprise, notamment l'agilité, entre autres, mais pas que. Voilà. Donc du coup, Google, qu'est-ce qu'ils ont eu envie de faire? Ils ont envie de faire un vrai poste, en fait, qui correspondait un petit peu à ce qu'on fait dans le DevOps, mais appliqué aux personnes qui vont gérer l'infrastructure. Donc le terme SRE a été inventé par Ben Trainer-Sloss, qui est VP Engineering chez Google. Et lui, comment il le présente? Ça, c'est dans le SRE Book. Donc l'introduction du SRE Book, le livre qu'a sorti Google en 2016 pour expliquer ce que c'était que le SRE. SRE is what happens when you ask a software engineer, donc lui-même, to design an operation team. Donc ce qu'il dit, c'est que lui, il vient du monde du software engineering, du développement logiciel, et on lui a demandé de gérer de l'infrastructure alors qu'il n'avait pas d'expérience particulière en fait à ce niveau-là. Et donc pour lui en fait les software les SRE, qu'est-ce que c'est? Moi quand j'ai vu la première fois donc le SRE Books, j'ai un petit peu paniqué puisque j'allais postuler chez Deezer en tant que senior SRE. Et ce qu'en dit Google, ce que dit Ben Trailers-Loss, c'est que c'est des gens en fait qui sont soit qui correspondent aux qualifications nécessaires pour être software engineer chez Google. Je ne sais pas si vous connaissez des software engineers chez Google, mais c'est quand même des gens qui sont assez calés, notamment dans le développement logiciel. Et je me sentais pas du tout les épaules, en tout cas en développement logiciel, pour postuler sur un poste SRI. Et de l'autre côté, c'est des candidats qui sont presque capables d'avoir les qualifications pour être software engineer chez Google, mais qui en plus ont une super skill de ouf de la mort, comme une connaissance extrêmement bonne de la stack réseau très bas niveau dans le kernel Linux ou des choses un peu hardcore comme ça. Ok, moi ça m'a fait un peu paniquer parce que au-delà des quelques milliers de lignes de Python que j'ai pu écrire pour du tooling les quelques dernières années, voilà, je suis pas un software engineer du tout. Si jamais vous voulez creuser un petit peu la définition qu'en donne Google, je vous ai mis deux petits liens là, notamment la vidéo, la playlist YouTube Class SRE Implements DevOps, qui est assez intéressante et qui explique bien la vision que Google en a. Mais ça, c'est la définition de Google. Après, au-delà de ça, il y a quand même des grands principes qui, je pense, peuvent s'appliquer à la vraie vie en fait, hein, parce qu'il y a que Google qui fait du Google, on a l'habitude de dire, et en fait, on peut très bien faire du SRI dans des entreprises françaises de petite ou de moyenne taille, il n'y a aucun souci. Donc les principes du SRI, donc le premier que je vais vous présenter, c'est le TOIL. Donc Ben Trainer-Sloss, la première chose qu'il dit dans son bouquin, enfin dans le bouquin du SRI, c'est que lui, il a choisi des développeurs pour faire des Site Reliability Engineer parce que lui, il pense que les ops, quand il y a des tâches répétitives à faire, ils le font, alors que les développeurs, eux, ils détestent ça.
et ils sont feignants et ils automatisent tout ce qui est manuel. Alors, je suis pas du tout en phase avec, cette, opinion, mais je comprends ce qu'il voulait dire. C'est vrai que j'ai rencontré, dans mon cursus des gens qui, quand il y avait un problème sur un serveur web, ils le redémarrent et quand il y a un problème bizarre sur un serveur, ils le redémarrent aussi, dans le doute reboot. Après au-delà de ça, enfin bon, c'est peut-être un peu exagéré de dire que les ops, adorent faire des tâches répétitives. Donc le toil, qu'est-ce que c'est? C'est le travail manuel, répétitif, automatisable, sans valeur ajoutée et surtout qui augmente linéairement avec la capacité. C'est pas obligé de cocher toutes ces cases à la fois, mais globalement, pour le définir, c'est quand même assez bien. Donc justement, si vous avez tous les jours, un serveur web qui déconne, et que vous le redémarrez tous les jours, c'est du toil. Le problème qu'a ce toil, c'est que ça réduit le moral des équipes parce que c'est du travail sans valeur ajoutée, c'est pas intéressant et le vrai problème, c'est que surtout c'est pas scalable. C'est-à-dire que si vous gérez 1000 serveurs à 5 personnes et que demain on vous demande d'en gérer 2000, faut pas passer l'équipe à 10 personnes. Faut trouver les leviers pour éventuellement recruter 1 ou 2 personnes de plus, mais pas doubler. Et le problème, c'est que si vous a plus vous avez de capacité, plus vous avez de toil si vous faites pas attention. Et c'est un cercle vicieux puisque plus vous avez de toil, plus vous avez de toil. Donc voilà, donc le toil, c'est vraiment l'ennemi numéro un du SRE et on va vouloir, automatiser tout ce qui est possible. Et comment on va vouloir le faire? On va essayer d'automatiser le plus possible donc ces fameuses tâches répétitives. Toutes les tâches un petit peu, complexes, qui demandent par exemple plusieurs étapes, ou que vous allez dérouler un runbook régulièrement, on va essayer de développer du tooling interne, en Python, en Go, peu importe, pour essayer de les automatiser. Je vous ai mis à côté un petit tableau de XKCD qui dit à partir de combien de temps c'est intéressant d'automatiser une tâche. J'aime bien ce petit diagramme. Réduire le toil, c'est aussi, réduire, le temps qu'on met à résoudre les incidents, puisque les incidents, c'est du toil. Donc du coup, si vous documentez, vous diminuez le temps nécessaire pour, l'exploitation de vos outils et vous diminuez le temps aussi qu'un ingénieur met, à résoudre un incident, pendant une astreinte et donc tout ça, ça contribue à la réduction du toil. Et enfin, quand incident il y a, on va vouloir corriger les problèmes, pour fiabiliser l'infrastructure, la rendre plus reliable et donc du coup pour ça, on va mettre, des actions post-incident pour régler, les problèmes et pas qu'ils se reproduisent. Donc ça, c'est le plus facile à comprendre. Heu, vrai le vrai point, je dirais presque le plus important, dans la philosophie SRE, c'est d'accepter que ça va casser, en fait. Quand j'ai commencé à travailler, en 2010, mon patron m'a dit, «Sur cette infrastructure, je veux qu'il y ait 0 downtime» et en fait, cette disponibilité qu'on calcule en pourcentage, à 0 downtime, objectivement, c'est pas possible. C'est pas possible puisque le risque zéro n'existe pas. Il y aura toujours un truc, une météorite cosmique qui va tomber sur votre data center et qui va tout détruire. Donc le risque zéro n'existe pas, mais au-delà de ça, en fait, le plus important qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, plus tu veux rajouter de neuf, donc dans la disponibilité, donc les 3 neufs pour le 99,9, plus ça va coûter cher. Et ça va pas coûter cher, juste un peu, ça va coûter cher exponentiellement, en fait, parce que, heu, si un système est disponible 99,9% du temps, si on veut le rendre, 99,99% du temps disponible, il va falloir rajouter plein de mécanismes qui vont être complexes, qui vont demander des gens pour les administrer, qui vont devoir être monitorés, qui vont devoir être exploités. Et donc en fait, vous augmentez la complexité de votre infra et donc de votre maintenance. En plus du coup que ça coûte en ressources pour implémenter ces 9 supplémentaires. Et le deuxième souci, c'est qu'en fait, au bout d'un moment, en fait, ça devient carrément contre-productif parce que les utilisateurs, eux, ils vont pas voir la différence puisque, quelqu'un qui est sur son smartphone, le réseau il est pas hyper fiable, quelqu'un qui a une box de temps en temps, elle redémarre, et donc en fait, c'est contre-productif parce que ça va vous coûter de l'argent et les utilisateurs, eux, ils verront pas la différence. Et j'ai même des cas, ils en citent un d'ailleurs dans le SRE Book,
où c'est même carrément contre-productif. Dans un contexte précédent, en fait, j'avais un serveur RabbitMQ que les développeurs utilisaient, et puis comme de temps en temps il y avait des incidents ou des maintenances, on avait décidé d'en faire un cluster. Donc tout était bien, les développeurs étaient contents, et ils avaient mis des retries que sur des courtes périodes, puisqu'en fait ça marchait tellement bien que le cluster était tout le temps opérationnel. Le souci, c'est qu'un jour, en fait, j'ai eu un gros incident sur cette plateforme RabbitMQ, et le serveur était down pendant 1 heure. Et à ce moment-là, les applications microservices, au bout de 5 minutes, quand leur retry court était fini, elles se sont mis à déconner à plein tube, et ça a fait tomber les applications en cascade, puisqu'on était dans une architecture microservice où tout était interdépendant, même si loosely coupled. Mais bon, voilà. Donc en fait, en partant du principe que l'application était trop résiliente, les utilisateurs, ici les développeurs, sont partis du principe que l'application ne pouvait jamais tomber en panne, et ont oublié de mettre en place les contre-mesures habituelles pour régler ce genre de soucis. Google, dans le SRE Book, donne un autre exemple qui est assez similaire et qui fait écho à ce que je viens de vous raconter. Donc trop de résilience tue la résilience. Un autre point intéressant qu'on va pousser beaucoup quand on fait du SRE, c'est l'observabilité. Alors je vais pas vous faire un talk sur l'observabilité parce qu'on pourrait en parler pendant 1 heure. Ce qu'il faut retenir donc, c'est que comme on travaille maintenant souvent sur des systèmes distribués, c'est des systèmes qui sont complexes. On va avoir beaucoup de mal à avoir une vue d'ensemble et de savoir où ça casse quand ça casse. Donc du coup, le but du jeu, ça va être d'implémenter de l'instrumentation sur les services, de manière à avoir une vue la plus claire possible sur ce qui se passe sur vos différentes applications, et d'améliorer ça au fur et à mesure. Donc on reste dans la notion d'amélioration continue prônée par DevOps. Si vous savez pas quoi chercher, commencez par les 4 Golden Signals: la latence, le trafic, les erreurs et la saturation. C'est vraiment le plus basique. Faites des tests pas que en black box ou pas que en white box, donc des tests avec connaissance du système ou sans connaissance du système, en interne ou en externe. Et le risque quand on fait de l'observabilité, c'est que on a souvent envie de tout observer, on a envie de tout collecter. Les métriques du garbage collector, potentiellement, vous vous en fichez sur certains services. C'est pas forcément la peine de tout mesurer et de tout grapher. Parce que du coup, on se retrouve avec un fort signal, rapport signal-bruit. OK. Donc là, on a déjà vu plusieurs principes du SRI, et là, on va en voir un gros. Alors là, c'est un gros morceau, les Service Level Objectives. Donc du coup, on est parti du principe que de toute façon, les incidents, ça allait arriver, que c'était normal, que c'était pas un problème et qu'on l'acceptait. Et du coup, maintenant, on va se poser la question pour chacun de nos services: qu'est-ce qui fait que mon client, donc que ce soit un client interne comme les développeurs ou un client externe comme mon client final, qu'est-ce qui fait qu'il est content ou pas d'utiliser mon service? Et par là, j'entends, voilà, est-ce que si ma page web, elle répond, c'est bien? Si elle répond en X millisecondes, c'est bien ou pas? Et cetera. Et donc ça va être à vous, pour chacun des services, de décider. C'est des Critical User Journey pour savoir, si un utilisateur, il va être content ou pas, donc d'utiliser votre service. À partir de là, on va en dégager des indicateurs quantifiables sur la fiabilité du service. Est-ce que mon service web répond en moins de X millisecondes ou pas? Est-ce que mon appli est disponible ou pas X% du temps, et cetera. Et donc ces indicateurs, ça va être nos Service Level Indicators, les SLI. Et enfin, on va en déduire un objectif. C'est-à-dire qu'on va partir du principe que les utilisateurs sont contents si 95% du temps l'application est disponible. Et donc ça, c'est un SLO. Et donc pour tous nos services, on va se définir des Service Level Objectives. Et à partir de là, on se retrouve avec une nouvelle métrique. Donc le Service Level Objective, si je dis que l'appli est disponible 99,9% du temps, ça veut dire que ce qui reste entre 100 et 99,9, c'est 0,1%. Et ce 0,1%, ça va être notre erreur budget. Et pourquoi c'est hyper intéressant de faire des erreurs budget? C'est parce que du coup, on va se retrouver avec une métrique objective
que personne peut, c'est plus du tout, il y a plus de subjectif, hein, personne peut dire mon erreur budget il est pas tout à fait cramé, soit il est cramé, soit il est pas cramé, soit j'ai atteint les 0,1% d'erreur budget, soit je l'ai pas atteint. Et cette métrique objective, en fait, elle va permettre de retirer toute la politique de notre mur de la confusion. On va être capable de déterminer de manière objective si un service est fiable ou non fiable, s'il est résilient ou pas résilient sur une période donnée. Donc voilà, donc par exemple, si je reprends les 3/9, si mon service doit être accessible pendant les 3/9, par semaine, j'ai droit vraiment à 10 minutes de downtime par semaine. Et du coup, si j'ai dépassé les 10 minutes, j'ai cramé mon erreur budget, et si je suis sous les 10 minutes, j'ai encore de l'erreur budget. Et du coup, on en fait quoi cette erreur budget? Là où c'est contre-intuitif, c'est qu'en fait, le but du jeu, ça va pas être de jamais l'utiliser, l'erreur budget. Le but du jeu, en fait, ça va être de l'utiliser, de le consommer à chaque fois. Comment ça marche? Si tant que j'ai pas cramé mon erreur budget, ça veut dire que mon application est fiable. Si elle est fiable, ça veut dire que je peux faire des changements et que je peux y aller. Donc je développe à fond, je pousse des features à fond, et tant que j'ai pas dépassé mon erreur budget, je continue. Si jamais j'ai cramé mon erreur budget et que mon SLO est pas atteint, c'est pas grave. C'est pas grave, mais par contre, le prochain sprint ou la prochaine période, ça peut être un mois, ça peut être 2 semaines, ça peut être une semaine, peu importe, ça c'est totalement arbitraire. Je vais arrêter de développer des features et je vais prioriser tout ce qui va améliorer la fiabilité. Et quand je dis tout, c'est tout. C'est pas seulement juste ajouter des nouveaux clusters ou améliorer mon code ou quoi. Ça va être tout ça en même temps. Ça peut être aussi améliorer la documentation, etc. Tout ce qui fait qui me provoque des incidents et qui me fait péter mon SLO, ben, je vais l'améliorer pour améliorer la fiabilité. Et donc du coup, on n'a plus du tout ce combat entre les devs et les ops, dans le principe, puisque du coup, on sait ce qu'on doit faire si jamais il y a des incidents. Et s'il n'y en a pas, on sait ce qu'on doit faire aussi. Je vous ai mis deux petites phrases de la Silicon Valley qui représentent bien ces principes: fail fast, fail often. En gros, on va faire des itérations courtes pour minimiser la portée des changements et essayer de pas casser trop fort quand ça casse. J'ai pas pu m'empêcher aussi pour le troll de mettre l'ancienne devise de Facebook qui était Move fast and break things, rapport au petit incident qu'ils ont eu il y a quelques jours, quelques semaines maintenant. Mais voilà, l'idée c'est vraiment ça. L'idée c'est pas grave de faire casser l'infra et il faut pas se restreindre, il faut casser si jamais ça nous permet de maximiser notre vélocité et tant qu'on ne rend pas les utilisateurs mécontents. Et donc un nouveau composant hyper important donc de la philosophie SRE, c'est les post-mortem et surtout les blameless post-mortem. Donc comme on a dit qu'il y avait des incidents, puisque de toute façon en plus on les provoque en allant le plus vite possible, dans la limite de ce que les utilisateurs sont capables de supporter. Après un incident, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire des post-mortem, donc on va écrire la timeline des événements, on va écrire de manière détaillée tout ce qui s'est passé et compréhensible par des gens qui sont pas complètement tech, en tout cas qui sont pas baignés directement dans la problématique qui est arrivée. On va détailler toutes les causes, toutes les conséquences, tout ce qui a été fait pour investiguer le problème et les étapes pour arriver à la résolution. Souvent, dans un premier temps, c'est juste des workarounds. Et on va aussi ajouter des actions correctives postérieures pour que l'incident, s'il est arrivé, il ne se reproduise pas. Et le point très important dont on a déjà un petit peu parlé, c'est il faut que ce post-mortem, il soit blameless. Pourquoi ça fait rire des gens quand je mets en avant absolument ce principe de blameless. Euh, Ça sert à rien de dire c'est GG qui a pété la prod. Si GG il a pété la prod, c'est peut-être pour une bonne raison. Peut-être parce que il travaillait à 4 heures du matin et que la documentation était pas terrible. Peut-être que parce que les fail-safe n'ont pas été mis en place pour l'éviter de faire cette erreur. Et du coup, le jeter sous le bus, ça améliorera pas la reliability de l'infrastructure et du service. Donc c'est pour ça qu'il est hyper important donc de se poser les bonnes questions, de travailler dans un environnement avec une sécurité psychologique qui permet aux gens d'innover et d'aller vite.
et de pas pénaliser la vélocité de peur de tout casser et de se faire virer. Et donc voilà. Donc il y a deux petits articles que je vous ai mis, un sur blameless.com en anglais et un sur DevOps pour expliquer comment faire des beaux post-mortem qui fonctionnent très bien. Et donc du coup, je rigole parce que j'ai vu un mème sur les gens qui disent tout le temps du coup. Hem, un dernier point sur lequel je voudrais insister, quand on parle de SRE, c'est le fait que de toute façon, comme vous allez être honneur de la disponibilité des plateformes, il est très probable que vous allez être amené à faire de l'astreinte. En vrai, je connais pas beaucoup de jobs opérationnels où il y a pas d'astreinte. C'est quand même assez rare de nos jours. Et donc, il il va falloir mettre en place une astreinte si elle n'existe pas. Et le problème de l'astreinte, c'est que, bah, souvent quand on est réveillé à 4 heures du matin, on n'a pas trop les yeux en face des trous. Et du coup, il est très, très important pour l'astreinte, pour éviter que les incidents durent trop longtemps, de documenter tous vos services, tout ce que vous gérez, tout doit être documenté. Et ce que je vous conseille énormément, c'est de faire des schémas d'infrastructure, que tout le monde soit capable de redessiner les schémas d'infrastructure. Il faut que pour chaque service, on ait une vision claire de l'ownership, c'est-à-dire que à 4 heures du matin, il faut que je sache que le service Toto, il est géré par la personne Tutu. Et si jamais j'ai un problème qui est trop complexe pour moi, il faut que je sache qui c'est que je peux contacter. C'est hyper important, il faut que ce soit clair. Il faut que l'ownership, des services soit super clair. Il faut que vous fassiez des ce qu'on appelle des runbooks, donc des documentations qui listent les commandes les plus simples pour faire le diag de base, puisqu'il est probable que vous travaillerez dans un environnement relativement complexe et vous pourrez pas tout maîtriser. Par exemple, je suis pas admin Cassandra, pour autant si j'ai un runbook avec les commandes simples, je serai capable, avec mon expérience, et ces commandes de base, de résoudre, la plupart des incidents simples. Et surtout, il faut s'entraîner. Il faut se prendre du temps, faire des scénarios type Wheel of Misfortune dans lequel vous lancez, au hasard un incident, en vrai ou pas d'ailleurs, hein, parce qu'on pourrait carrément aussi faire du Chaos Monkey. Faites-vous des war rooms où vous imaginez des scénarios catastrophes avec, le DC a brûlé et les backups, sont pas accessibles. Comment on fait pour remettre, notre archi sur pied, le plus vite possible, et garder le plus de clients possible? Et lisez des articles aussi, type je vous ai mis celui sur Doctolib qui est assez intéressant. J'ai mis aussi la petite photo du livre, 97 Things Every SRE Should Know qui est pas mal, qui donne beaucoup, beaucoup de choses, à lire, notamment sur l'astreinte, pas que, mais c'est un des sujets qui revient souvent. Et donc, pour boucler un peu la boucle, j'espère que je vous ai convaincu que finalement, cette petite image humoristique de Simpson Against DevOps que je vous ai mis au tout début, elle est pas si faux en fait, heu, par rapport à ce qu'on fait vraiment en tant que SRI. Bon, donc ça c'est, dans le monde merveilleux de la théorie. On a vu comment ça fonctionne chez Google, on a vu, les principes du SRE et est-ce que ça fonctionne dans la vraie vie? Alors il y a des cas où ça pourra pas marcher, pour une très bonne raison, c'est qu'en fait, depuis tout à l'heure, en fait, le concept organisationnel le plus important dont je vous ai parlé, au-delà des bonnes pratiques d'administration d'une infrastructure, sont les erreurs budget. Les erreurs budget, c'est vraiment une réponse organisationnelle au fameux problème du mur de la confusion, de DevOps. Et si jamais vous n'avez pas un leadership, si jamais vous n'avez pas des stakeholders qui sont d'accord avec ce principe du fait qu'on arrête de pousser des features si jamais l'erreur budget est cramée, ou à l'inverse, si vous avez, un département, QA, ou Ops qui est trop fort et qui refuse aux développeurs, de développer aussi vite qu'ils ont envie, ça pourra pas marcher. Il faut vraiment pouvoir donner la priorité aux nouvelles fonctionnalités tant que le service est fiable. Il faut vraiment, à l'inverse, on arrête de pousser de la feature si jamais le service ne l'est pas. Donc toute la partie erreur budget, SLI, SLO, ne servira à rien si jamais derrière vous n'avez pas, le top management qui s'implique. Et ça, c'est le plus important et malheureusement, c'est pas nous en tant que tech qui avons la main là-dessus.
Ça fonctionne comme ça chez Google. Est-ce que IRL, ça fonctionne? Alors là, cette partie du talk, je vais plus donner mon avis personnel sur le SRE, puisque moi, je pense qu'on peut faire du SRE en France, dans des entreprises de toute taille. Mais par contre, le SRE, ce n'est pas l'ingénieur full stack Java DevOps qu'on a vu dans le blog du modérateur, ça c'est sûr. Et ce n'est pas seulement l'administrateur système qu'on a renommé SRE parce qu'il administre un cluster Kubernetes. Faire du Kubernetes, faire même de l'infra as code ou autre, c'est pas juste ça du SRE. Et c'est pas non plus le développeur à qui on va demander de gérer un Jenkins ou une plateforme un peu plus moderne de CI/CD. Pour essayer de illustrer un petit peu ce que je pense être les tâches d'un SRE, je vais m'appuyer sur un post qui a été fait par Spike, qui a analysé 30 annonces de SRE. Alors malheureusement, c'est des annonces de SRE pour des grosses boîtes américaines, mais on n'est pas trop loin de ce que je pense être les prérequis pour faire du SRE. Donc la première chose sur laquelle je veux qu'on se mette d'accord, c'est que le SRE, il est là pour déployer et maintenir de l'infrastructure. Et ça, c'est pas un travail, c'est pas un travail juste de développeur. C'est pas non plus un travail juste d'ops, mais enfin le SRE, mais vraiment il faut garder ça en tête. C'est le SRE, c'est quand même un taf d'infra. Et par contre, c'est là où je reviens sur ce que je viens de dire à l'instant. C'est pas juste le taf d'ops qu'on a pu voir dans les administrations ou dans les très grandes entreprises. Ça va pas être juste déployer des serveurs et rebooter quand c'est cassé. Il va falloir être capable, pas avoir peur de développer du tooling et de faire tout ce qu'on peut pour automatiser le plus de toil possible. On va devoir gérer le monitoring, on va devoir améliorer l'observabilité. Ça va par justement instrumenter nos services, mais aussi aider les développeurs à instrumenter les services internes, donc votre code. Il va falloir définir des SLI, des SLO, des erreurs budget et aider les développeurs à faire de même sur les services. Il va falloir être d'astreinte, il va falloir participer au post-mortem et il va falloir aussi diffuser toutes les bonnes pratiques. Tout ce qui est sécurité, tout ce qui est fiabilité, tous ces aspects-là, il va falloir prendre l'ownership là-dessus et surtout aller le diffuser. Pas avoir peur d'aller voir les développeurs et de leur expliquer pourquoi c'est pas bon de faire comme ci, pourquoi c'est pas bon de faire comme ça, trouver ensemble les solutions aux problèmes. Et une des raisons aussi pour lesquelles on m'avait demandé comment on fait pour devenir SRI, comment on fait pour devenir SRI, c'est une des raisons aussi pour lesquelles j'ai écrit ce talk. Heu, donc le point important déjà, c'est qu'il va falloir avoir envie d'aller aider les devs. Faut pas oublier que, on est des rôles support et un rôle support justement fortement intégré aux équipes de développement. Donc il va falloir pas avoir peur d'aller voir les développeurs, de discuter avec eux, je viens d'insister un peu là-dessus, de discuter des bonnes pratiques et de trouver ensemble des solutions. On n'est pas là pour imposer des choses, on est là pour convaincre, on est là pour, trouver des solutions ensemble. Si jamais vous avez un background plus développeur, il va falloir faire de l'infra. J'insiste là-dessus, hein. Quand vous êtes développeur et que vous voulez bifurquer sur du SRE, n'oubliez pas que vous allez faire de l'infra. Et si ça vous plaît pas, eh ben, devenez pas SRE. Et à l'inverse, si vous venez plus du monde sysadmin ou sysops plus traditionnel, il va pas falloir avoir peur de développer en Go, en Python, en Rust, des petits bouts de tooling qui vont nous éliminer le toil, qui vont nous permettre aussi de comprendre un peu mieux le code de nos petits copains développeurs. Et donc voilà, donc le code c'est très important quand on fait du SRI. On ne vous demande pas d'être développeur, on vous demande pas d'être maître dans tout un tas de stacks de développement. C'est pas votre métier principal, mais il faut quand même savoir le faire, à minima. Il faut détester les tâches répétitives, hein, j'en reviens à la méchante phrase de Ben Traylor Sloss qui disait que les ops adoraient les tâches répétitives.
Et il va quand même falloir connaître un minimum, les outils cloud et l'outillage cloud native parce qu'il y aura pas de poste de SRE où vous aurez pas un minimum du Kubernetes ou du AWS ou du G-Cloud ou du Scalaway ou du OVH. Il va falloir connaître un minimum, tous ces outils et tous ces cloud providers et savoir un peu comment déployer correctement et proprement, sur ces outils et sur ces providers. Et enfin, quelles sont les qualités pour un SRE? Donc ça, c'est probablement la slide la plus subjective, et la plus biaisée de tout ce talk, mais je vous la dis quand même. Moi, je pense que pour être SRE, il faut être quelqu'un de curieux qui adore apprendre parce que justement, on va vous demander, d'être capable de comprendre des problématiques sur tout un tas de stacks. Vous pouvez pas être maître de toutes les stacks, c'est pas possible, mais il faut quand même du coup aimer apprendre et essayer au moins de comprendre, la totalité des stacks, quitte à être bon en tout et bon en rien en même temps. Il faut aimer transmettre, il faut aimer, être capable de transmettre les bonnes pratiques et aussi de transmettre à vos collègues ce que vous avez appris, justement parce que vous allez travailler en équipe probablement et que personne ne peut être maître de toutes les stacks. Il faut être tenace et un peu obstiné. Je dis ça parce que justement, le la tentation, ça pourrait être de vouloir juste rebooter un serveur quand il commence à avoir des symptômes un peu bizarres. Et le problème, c'est que ça va vous générer du toil. 5 minutes par-ci par-là, 5 minutes toutes les semaines, à la fin de l'année, c'est gigantesque le temps que ça prend. Et clairement, vous n'aurez pas le temps de tout faire. Il faut choisir ses batailles, mais le toil en est une importante. Il faut pas être trop obstiné ni trop tenace. Justement, je viens de le dire, il faut choisir ses batailles. De toute façon, il y aura des incidents. De toute façon, vous ne pourrez pas tout fixer. C'est comme ça. Il faut choisir, celles qui vont vous rapporter le plus en vous coûtant le moins et donc il faut être réaliste pour ça et le à mon avis, le plus important ou en tout cas le plus underrated, comme on dit, ça va être de faire preuve d'empathie. Aussi bien pour la partie blameless que pour la partie, aimer transmettre les bonnes pratiques envers, vos amis développeurs. Si vous n'avez pas un minimum d'empathie, si vous vous mettez pas un minimum à la place des autres, vous ferez pas un bon SRE. Vous serez juste, pardonnez-moi la métaphore, mais vous serez juste un barbu dans un garage et qui fera du sysadmin dans son coin et qui râlera contre les devs qui cassent tout le temps l'infra. Et ça, c'est pas possible. Voilà. Maintenant, vous savez ce qu'est un SRE. La conclusion, c'est que c'est un métier qui a été inventé par Google dans les années 2000 et popularisé avec l'approche de DevOps. C'est un métier qui est proche de cette philosophie DevOps. C'est applicable, à mon avis, partout, tant que le top management s'implique. S'il vous plaît, amis recruteurs, explicitez exactement ce que vous attendez d'un SRE dans les annonces pour éviter de postuler à des offres pour des de développement quand vous êtes Ops ou l'inverse. Et d'ailleurs, je cherche des collègues si jamais certains d'entre vous sont disponibles. C'est tout pour moi.